Les organismes de formation ont dû réagir, organismes de formation d'ailleurs, entreprises et cetera, hein, réagir assez vite. Il y en avait qui étaient plus ou moins préparés pour ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, tout le monde est passé très vite au digital et je pense surtout qu'il y a eu un gros gain dans les mentalités. Parce qu'ils se sont rendus compte, pour beaucoup, que c'était un vrai atout pour leur organisme. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Elliot Boucher, CEO d'EduSign, une solution de signature électronique pour la formation. Elliot est un observateur éclairé du monde de la formation puisqu'il adresse avec EduSign des milliers d'organismes de formation, des écoles et des entreprises. Elliot est également hôte du podcast Formation Innovation où il reçoit des invités du monde de la formation. Avec Elliot, on parle notamment des transformations à l'œuvre au niveau des organismes de formation, mais également des différentes stratégies technologiques opérées par les entreprises pour s'équiper en outils learning. Bonne écoute. Bonjour Elliot. Bonjour Cyril. Elliot, je suis ravi de te recevoir à plusieurs titres puisque d'une part, tu es cofondateur et CEO d'EduSign et on va en parler bien évidemment. Et puis, tu es aussi l'hôte d'un podcast sur le learning et voilà, et ça me fait très très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'entreprise apprenante. Et pour démarrer, bien sûr, je vais te demander de te présenter et de te présenter avec quelques événements clés qui ont jalonné ton parcours. Et tu pourras bien sûr présenter également EduSign. Écoute, merci à toi, le plaisir est partagé. Alors je vais tâcher de répondre à cette, première question. Donc je vais pas remonter trop loin, mais, en gros, moi j'ai commencé à toucher un petit peu à l'éducation en faisant des cours en ligne. Donc j'ai eu la chance de réussir à vendre un peu plus de 25 000 cours en ligne sur la plateforme Udemy. Suite à ça, j'ai monté différents, sites e-commerce et puis, le temps passant, je me suis dit que c'était bien de faire quelque chose d'un peu plus, durable et donc d'avoir un vrai logiciel qui répond à un vrai besoin, on va dire long terme et un peu par hasard, donc on était, 2 étudiants en école de commerce. On est, tombés sur une problématique qui nous a pas mal embêtés, c'est-à-dire qu'il y avait des feuilles de présence. Donc les feuilles de présence qu'on devait signer à la main avec un vieux stylo et qui se perdaient une fois sur 2. En creusant un petit peu le sujet, on a réalisé que finalement, le problème était bien plus vaste que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'à la base, heu, le problème est juste dans la classe. On imagine que la feuille, bon, on perd 2 minutes, mais c'est pas très grave. En réalité, c'est 2 minutes de perdu, mais pour l'administrateur d'une école de commerce, ça va être des centaines de feuilles de présence et chaque feuille de présence peut prendre 5 ou 10 minutes à traiter et ça vaut beaucoup d'argent, parce que c'est le financement derrière de la formation. Donc en ayant connaissance de tout ça, on a décidé, en mars 2020 de lancer un logiciel, donc EduSign, qui permet aux organismes de formation, entreprises, écoles de commerce, universités et cetera, de dématérialiser, donc de passer au digital pour leur feuille de présence et surtout maintenant d'automatiser, de centraliser, en fait, tous les documents de la formation. Donc c'est-à-dire, faire signer ces feuilles de présence, mais aussi les questionnaires et la signature de documents type certificat de réalisation, règlement intérieur et cetera. Donc aujourd'hui, on est content de servir, un peu plus de 600 000 étudiants et apprenants, en France aujourd'hui principalement. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, chez nous, tu sais, on a un métier, notre métier, c'est l'externalisation de la gestion administrative de la formation. Et bien sûr, c'est un point de douleur énorme parce que nous, on gère pour le compte de clients des centaines de milliers d'actions de formation par an. Et effectivement, le fait que ce soit pas digitalisé, on est d'accord que ça fait perdre un temps impressionnant. Et quand tu le multiplies par le nombre de petites actions à la fin de l'année, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, vous répondez effectivement à un point de douleur qui est assez prégnant, en tout cas dans le métier. Donc ça, c'est assez intéressant. Chez EduSign, vous avez vous adressez, on va dire, entreprises et organismes de formation. Je sais que, notamment, voilà, depuis que vous avez démarré, vous adressez un certain nombre d'organismes. Tu as eu
l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir échanger et de pouvoir travailler avec beaucoup d'organismes de formation. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans voilà, dans l'actualité un petit peu des organismes de formation. On voit qu'il y a de nombreuses transformations à l'œuvre. Alors bien sûr, la pandémie a créé de nombreuses transformations. Il y a le contexte réglementaire parce qu'il y a Calliope qui a aussi mis un certain nombre de transformations. Quelle est un peu ta lecture finalement, toi, de l'évolution des organismes de formation et comment tu vois les tendances à l'œuvre sur le marché? La question est vaste, mais tu as bien pointé les 2 points qui pour moi sont essentiels. C'est-à-dire il y a eu la pandémie, donc ça c'est la première cause et qui a été un peu fracassante, qui était un peu inattendue et qui forcément a eu beaucoup de conséquences. Et la deuxième donc qui est Calliope, donc le côté réglementaire et sur lequel les organismes de formation ont eu le temps de se préparer, mais pour certains quand même ont dû faire pas mal de changements, donc dépendant évidemment de l'organisme et de la situation. Donc pour le premier point, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'au début, les organismes de formation ont dû réagir, organismes de formation d'ailleurs, entreprises et cetera, hein, réagir assez vite. Il y en avait qui étaient plus ou moins préparés pour ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, tout le monde est passé très vite au digital. J'ai vu peu d'organismes qui n'ont pas réussi à passer au digital et je pense surtout qu'il y a eu un gros gain dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a eu un bond en avant et un gros gain dans les mentalités parce qu'ils se sont rendus compte, pour beaucoup, que c'était un vrai atout pour leur organisme. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un grand nombre d'organismes qui, à la base, n'étaient vraiment pas pour le distanciel, qui n'étaient pas pour les cours en ligne, qui n'étaient pas pour même ne serait-ce que des petits modules, et qui aujourd'hui dématérialisent énormément de leurs cours, font en sorte de passer au distanciel parce que, évidemment, ça leur permet de toucher un public beaucoup plus large. Déjà, ça c'est la première chose, parce que forcément faire un cours en présentiel, on ne peut pas le faire si on est à 1000 km de quelqu'un. Et le deuxième point, c'est aussi en termes de ressources. Et ça, je l'ai vu notamment dans les écoles, les établissements du supérieur. Ils ont réalisé que l'économie était juste énorme parce qu'ils n'avaient plus à payer des locaux, ils n'avaient plus à payer les profs aussi chers, les frais de déplacement, ils n'avaient plus à payer énormément de frais. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était génial. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'organismes de formation, d'entreprises, d'écoles de commerce, etc., qui continuent à passer sur le digital, même après, je dirais, la crise. Alors, on est toujours un petit peu dedans, mais aujourd'hui, il y a le retour au présentiel quand même. Et ils continuent à passer un grand nombre de leurs formations en digital. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je pense, va être vraiment la différence entre un organisme qui aura su s'adapter et un organisme qui pour moi, va un petit peu mourir, en tout cas qui va avoir des difficultés à toucher et à grossir, parce qu'il va toucher un public plus large, parce qu'il va pas arriver à se digitaliser. Donc ça, c'est la première grosse tendance de manière générale, se digitaliser, c'est important. La deuxième, c'est pardon, tu Juste, as une question? Ouais. ouais, Elliot, je vais te demander de garder la deuxième juste derrière l'oreille. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de creuser la première. Je t'explique pourquoi. Je me dis, effectivement, la pandémie a créé en fait ce mouvement vers le digital learning. Par contre, on sait que au niveau du digital learning, ben, il faut aussi recréer des expériences d'apprentissage. On sait que il y a aussi parfois une zoom fatigue quand on est sur Ouais. du distanciel synchrone, des choses comme ça. Bon, toi qui es quand même un observateur éclairé avec le podcast Formation Innovation, tu reçois aussi un certain nombre de gens qui font aussi le learning, la pédagogie et autres. Qu'est-ce que tu vois à l'œuvre en fait dans les bonnes pratiques qui permettent en fait de pouvoir soutenir finalement cette promesse de passer au tout distanciel? Ouais. Alors, on a vu chez EduSign, des milliers d'organismes de formation et c'est sûr qu'il y a de grandes disparités dans la réalisation de tout ça. Donc on va avoir, des personnes qui, finalement, vont juste prendre le PowerPoint, en présentiel et le passer à distance, ce qui peut suffire dans un premier temps, mais qui clairement ne suffit pas et c'est là qu'on va avoir la Zoom fatigue. D'ailleurs, on le voit, aussi au niveau des formateurs qui, en fait, ne sont pas formés à faire les cours à distance et là où, dans une salle de classe, ils vont communiquer énormément par le non-verbal et interagir avec les apprenants parce qu'ils peuvent rebondir sur le fait que la personne a l'air de comprendre ou pas l'air de comprendre, ce qui est impossible à distance, très difficile. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, comment les bons organismes de formation arrivent à donner une bonne expérience? On peut prendre l'exemple de Mata.io ou de Jeda, donc qui sont des organismes de formation qui vont intentionnellement passer beaucoup plus de choses à distance. On pense par exemple à O'Clock aussi, et qui vont transformer l'expérience. Donc comment ils transforment l'expérience? Déjà, ils utilisent des outils qui sont adaptés à cette situation. C'est-à-dire qu'ils vont pas nécessairement utiliser que Zoom, mais ils vont aussi utiliser des outils comme Global,
comme Sleepers, donc O'Clock, l'organisme de formation a carrément développé son propre logiciel de visio pour répondre à certaines contraintes, comme par exemple l'échange un peu plus rapide et interactif, il y a le chat et des questions qui sont posées un petit peu différemment que dans des Zooms. Donc ça, Ok. c'est les outils, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est pas oublier que c'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut pas une connexion humaine. Et donc comment ils arrivent à répliquer cette connexion humaine? C'est soit en ayant des communautés, ça on le voit beaucoup, donc par exemple le wagon est très fort là-dessus, que ce soit pendant la formation ou après la formation, ils arrivent à faire en sorte que les gens échangent entre eux. Et ça c'est extrêmement important, et je vois systématiquement les organismes de formation qui performent arrivent à créer des communautés. Donc ça c'est un double effet. Le premier, c'est que pendant la formation, bah, du coup, c'est top parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges, mais aussi après la formation, les apprenants sont beaucoup plus contents, continuent à parler entre eux et du coup deviennent des ambassadeurs. Donc ça devient une vraie force pour l'organisme de formation. Donc ça crée cet effet boule de neige, c'est-à-dire que vous avez un ambassadeur qui va en recommander 3, qui va en recommander 3 autres, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment l'élément phare, je dirais, pour moi, dans le futur des organismes de formation, c'est ceux qui ont créé une communauté, soit dans les entreprises d'ailleurs aussi, hein, arriver à créer ces communautés, arriver à créer ce collaborative learning, ça va être le futur. Ok. Ouais, trop bien. Alors, je vais te redonner la parole pour effectivement arriver sur le deuxième. Et effectivement, je réagis sur la partie communauté. On le voit de plus en plus, les systèmes de cohorte, hein, le cohort-based learning, qui est finalement Oui. assez émergent. Je pense qu'on est encore au début et on voit toute la puissance en fait de ce système-là. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être apprenant sur des cohortes et c'est juste, effectivement, c'est juste dingue en fait tous les apprentissages que l'on a à côté en fait avec les autres apprenants en partageant, en échangeant et surtout en créant une communauté qui va au-delà du parcours de la formation et qui nous permet finalement de pouvoir continuer à apprendre ensemble et à partager ensuite nos savoirs aux dernières générations, aux Et générations qui arrivent. d'ailleurs, pour donner un exemple que je trouve assez fascinant aussi, il y a un organisme de formation à Station F qui s'appelle Faster Class, qui va utiliser cette logique de cohort-based learning afin de en fait créer le contenu aussi un petit peu à l'aide des étudiants. Parce qu'en fait, ils s'adressent, là en l'occurrence, à des RH, et donc les RH vont échanger entre eux, parce que ça va être des RH de 10, 15, 20 entreprises différentes. Donc en fait, ce qui va créer énormément d'interactions, énormément de contenu, donc ce qui va réduire la charge de travail finalement aussi de l'organisme de formation. Donc ça, c'est assez fort. Et ça peut aussi être une force, c'est pas forcément une contrainte de créer une communauté, c'est vraiment une force. Ouais, clairement. Et alors, je souscris et je les connais puisque j'ai eu l'occasion D'accord. d'échanger avec eux. Et effectivement, c'est très bien ce qu'ils ce qu'ils font. C'est assez intelligent. Et c'est vrai que on voit les systèmes communautaires. On peut parler aussi de Live Mentor qui finalement via sa Ouais. communauté crée beaucoup de connaissances. Et c'est vrai que la puissance de la communauté est juste infinie et permet finalement de multiplier le partage de la connaissance et c'est une force qui est encore sous-exploitée en tout cas dans les organisations. Alors j'en reviens on est allé un petit peu en profondeur dans le premier sur la première partie de ta réponse. J'en reviens effectivement à cette question des évolutions à l'œuvre au niveau des organismes de formation, en tout cas de toutes les entités qui proposent de la formation. Et tu avais un deuxième sujet. Alors il y avait le deuxième sujet effectivement qui est le sujet réglementaire, et là tous les organismes de formation ont été pris un petit peu de coups de stress pour ceux qui ne l'ont pas fait suffisamment tôt, parce que évidemment il y a eu énormément de contraintes qui ont été mises en place avec Calliope, donc qui demandent d'avoir un certain nombre de documents, dont des feuilles de présence notamment, et de protocoles en place pour améliorer la qualité. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément une bonne chose, d'ailleurs, si tu veux mon avis, Calliope, de manière générale. Je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que les formations s'améliorent. Malheureusement, euh, ça bride un tout petit peu, je pense, la créativité dans certains cas. Et j'ai vu notamment, et on le voit avec les accréditations, par exemple, pour les grandes écoles, ce qui est un peu le même système, hein, c'est que finalement, on va avoir des contraintes et on va tout faire pour rentrer dans ces cases, et du coup moins innover. Et ça, je trouve ça peut-être un petit peu dommageable. Mais on voit donc que c'est le grand changement. Et aujourd'hui, des organismes de formation qui ont Calliope, il y en a un peu plus, je crois, de 30 000 à l'heure actuelle, sur donc 100 000 organismes de formation. Donc, ce qui permet quand même aussi d'épurer un petit peu tout ça et de faire en sorte de reconnaître plus facilement quelles sont les personnes qui remplissent ces cases. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Mais ça, c'est sûr que ça a demandé beaucoup de travail et l'utilisation de logiciels comme des LMS, comme des ERP, etc., qui se sont développés.
Ouais, effectivement, euh, se pose la question un peu d'une espèce de magma administratif qui est important quand on se met à la place d'un organisme de formation qui a 20, 30 salariés, ça va, mais quand on est tout seul ou à deux et qu'on doit satisfaire aux exigences de Calliope, on peut Ouais. se sentir ouais, un peu empêché. Parce qu'on sait que c'est beaucoup aussi de travail et que ça demande finalement à justifier d'exigences de qualité. Et ces exigences de qualité sont des exigences de qualité sur répondre en fait à un référentiel, mais on peut répondre à un référentiel et faire une formation qui n'est pas forcément la meilleure. Et je pense que ça, Ouais. c'est ce qu'on peut souligner. Et effectivement, ça bride, et ça peut brider également la créativité. Il y a un autre dispositif, mais d'ailleurs Calliope le prend en compte, c'est la formation en situation de travail, qui est une formidable modalité. Et il me semble que tu as reçu quelqu'un de chez C Campus sur ton podcast, et eux, Ouais. voilà, ce sont des gens qui sont très, très en avance sur ce sujet. Mais parfois, l'administratif contraint presque finalement la pédagogie parce qu'en fait, on nous demande trop de choses. Bah, Et donc, ça, c'est au niveau de la pédagogie et c'est aussi, comme tu l'as dit, pour les petits organismes, une charge assez lourde. En réalité, ça n'est pas forcément une charge énorme en termes d'administratif. On regarde, et aujourd'hui chez EduSign, on a pas mal d'organismes de formation qui sont des personnes seules ou à 2, 3 personnes maximum, et ils arrivent à répondre à tous les critères Calliope. Donc en réalité, il ne faut pas forcément trop en avoir peur. Mais la réalité, c'est que du coup, ils sont quand même obligés de prendre des logiciels, obligés de passer du temps là-dessus, alors qu'ils devraient passer du temps en réalité à vendre leur offre et à améliorer leur formation. Donc c'est un petit peu dommageable. Ou alors, du coup, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de faire du portage, et donc de donner un beau pourcentage à quelqu'un qui est juste là pour faire le tampon administratif. Ce qui, il me semble aussi un petit peu dommage. ouais, clairement. Clairement. Et il se trouve que nous, on le fait pour un certain nombre de nos partenaires parce que nous, en fait, on est Calliope, on est organisme de formation depuis 20 ans, et qu'il y a un certain nombre de partenaires qui nous ont demandé en disant, ben, moi, je peux plus adresser, Mais bien sûr. j'ai pas les moyens de faire Calliope, ou j'ai pas envie, ou voilà, ils ont X raisons, et par contre, j'ai toujours envie de travailler avec telle boîte ou telle boîte. Et donc, voilà, il se trouve que nous, l'administratif de formation, c'est notre cœur de métier, donc on le fait, et on le fait avec un certain nombre d'organismes. Mais c'est vrai que on vient finalement apporter une béquille à ces organismes-là qui n'ont pas ou les moyens ou qui n'ont pas eu la volonté d'aller jusque-là. Donc effectivement, c'est un peu dommage. Euh, je voudrais maintenant qu'on en vienne au sujet un peu de la techno, parce que EduSign, effectivement, voilà, vous apportez une brique technologique dans la chaîne de valeur, on va dire, de la formation. Mais là encore une fois, toi, tu observes un petit peu les mouvements à l'œuvre et au niveau des organismes, mais aussi au niveau des entreprises, que ce soit voilà, des entreprises, d'universités, d'écoles supérieures. Et j'aimerais avoir un petit peu ton regard sur l'évolution en fait des stacks, des outils technologiques utilisés par ces entreprises. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme comportement? Qu'est-ce que tu vois comme stratégie? Et voilà. Et qu'est-ce que tu en déduis? Quelles sont pour toi les stratégies qui sont limitantes et quelles sont pour toi les stratégies gagnantes? Parce que on se rend compte, nous, avec nos clients et avec notre marché, qu'au niveau notamment des services formation, ben, souvent, ce qu'on appelle le SIRH, parce que le service formation fait partie de RH, et un SIRH global, voilà, même si ensuite, nous, on agit sur la partie learning, est plus le facteur limitant que le facteur gagnant, tu vois. Donc, Ouais. on est toujours, tu vois, on met en place des stratégies, mais on regarde toujours le SIRH en disant, ah ouais, le SIRH peut pas le faire, donc ça va être dur. Et bon, c'est forcément pas la bonne manière, et en même temps, on doit composer avec. Donc, c'est quoi un petit peu toi, ton regard, ton ressenti par rapport à ce que à ce que tu vois sur le marché? Alors la question est très vaste, mais mais c'est bon, si on rebondit du coup sur les SIRH, je pense qu'il est bon de rappeler qu'un SIRH n'est donc pas un système basé pour la formation.
et c'est vraiment une gestion de ressources humaines à la base. Et donc ce qui fait qu'effectivement les entreprises qui essaient de garder juste le SIRH sont déjà un petit peu en difficulté, je trouve, et clairement. qui il ferait bien de s'équiper de d'autres logiciels. Après moi avant de partir sur les logiciels, mais je répondrai vraiment à la question, je pense qu'il faut pas oublier que c'est un petit peu d'ailleurs comme, dans toute boîte, hein, de manière générale, c'est pas la technologie qui est le plus important, c'est vraiment la méthode et ce qu'on veut apporter. Et par exemple, le fait de proposer de la classe inversée va avoir un impact beaucoup plus fort que le choix du logiciel. Déjà, ça c'est le point numéro un avant de se Ouais, jeter bien. sur les logiciels. Il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on veut apporter, à qui on veut l'apporter, comment on veut l'apporter, et après trouver le bon logiciel. Donc une fois qu'on a tout ça, moi ce que je vois au niveau des tendances des logiciels, c'est qu'on passe d'un monde où avant on se disait ok on a beaucoup de formations en présentiel, on a beaucoup de PowerPoint, de ressources, etc. On va essayer de créer des logiciels qui vont tout regrouper et qui vont mettre à disposition. Donc on se retrouve avec des gros LMS qui vont, d'ailleurs les sites qui proposent des MOOC, hein, avec des dizaines de milliers parfois, voire des centaines de milliers de formations différentes. Donc ça c'est la base et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de grands groupes. Donc, ce qui permet quand même d'avoir une bonne base de formation, c'est mieux que rien, hein, très clairement. Mais pour moi, ça, c'est pas le futur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on tend vers quelque chose qui est plus collaboratif. Donc là, typiquement, au niveau des stacks, on va avoir des outils comme Slack très facilement, hein, qui sont pas faits pour la formation à la base, mais qui vont permettre d'avoir plus d'interaction. Discord aussi, qui peut être utilisé. Mmh. Et après, quand on va un peu plus dans le spécifique, c'est prendre des outils de mobile learning. Donc si j'en donne quelques-uns, c'est Bdiz, Teach on Mars, 360 Learning, qui vont permettre de faire en sorte qu'on soit un peu plus en ATADAWAC. Donc c'est anytime, anywhere, any device. Et donc c'est se dire que les employés avant se formaient pendant une demi-journée, pendant 4 heures, ou d'ailleurs même pendant plus longtemps que ça, et ils ressortaient un petit peu tristes parce qu'ils avaient bouffé de l'information, ils auraient préféré faire un petit peu de travail à côté quand même, s'ils ont mieux à faire, à des modalités où on est sur des formats un peu plus courts en général. On est même sur des formats parfois très très courts et en dehors du cadre du travail. On voit des gens qui arrivent à se former sur le mobile lorsqu'ils vont au travail, qui sont dans le métro par exemple, se former 5-10 minutes, ça permet de continuer à s'améliorer. Ou se former sur le terrain par exemple. On voit aujourd'hui l'utilisation du téléphone pour se former. Lorsqu'on est vendeur en magasin, il y a un moment de creux, je vais me former. Ça, pour moi, c'est des choses qui améliorent pas mal le processus au global de la formation et vraiment d'arriver à avoir une entreprise apprenante, comme tu le dis, et de faire en sorte que tout le monde s'imprègne de la formation et puisse y toucher et n'ait pas forcément à passer une semaine en séminaire pour avoir une formation. Et après, c'est aujourd'hui un peu plus d'échanges, donc communauté, c'est OK Slack, etc. Mais c'est aussi organiser des événements, c'est faire des retours d'expérience. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et pour ça, il y a des outils qui vont être utiles. Tout simplement des événements, des systèmes qui vont permettre d'organiser des événements. Hein. Donc ça peut être un Zoom si c'est en ligne, ou ça peut être directement en présentiel. Et après, on va avoir la transformation des LMS, qui est intéressante aujourd'hui. Donc, on a Learning Management System. Donc, on est vraiment dans la logique de manager le learning et donc finalement de regrouper, comme je le disais, tous ces contenus à Learning Experience System, donc LXP. Enfin, alors d'ailleurs, pas système, mais donc Learning Experience. Et donc, vraiment, là, on va passer sur l'expérience et faire en sorte que on soit beaucoup plus dans j'apprends parce que j'ai envie d'apprendre et je m'engage dans la formation et ça a du sens pour moi et j'ai envie d'aller au bout, plutôt que de suivre un MOOC et d'avoir 5% de taux de complétion parce que c'est pas intéressant, parce que j'ai été forcé à le faire, parce que voilà. Donc ça, c'est faire en sorte que les gens s'engagent dans la formation en leur donnant les clés pour choisir le bon truc au bon moment, de la bonne manière, comme ils l'entendent. Et ça arrive avec ce genre d'outils. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Ouais, ouais, carrément. Et j'allais enchaîner, t'en reposer une autre. En fait, moi, je vois, et je vais plutôt avant de te poser la question, je vais plutôt te donner un petit peu les différents, on va dire les différentes philosophies que je vois à l'œuvre dans les entreprises. Oui. Pour revenir au début de ta réponse, et merci pour cette réponse complète. En fait, il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont dit, bon, on va prendre un SIRH global et ça va gérer tout, de la paye à la formation, en passant par les talents, en passant par le recrutement, en passant par l'administration du personnel. Et globalement, ce sont des outils qui ils font tout de manière assez moyenne, voire De toute façon, c'est toujours l'argument, hein. C'est-à-dire que même, d'ailleurs pour EduSign, on est un outil qui fait
une chose ou 2 très bien et on a des concurrents qui font beaucoup de choses, mais beaucoup moins bien. Donc après, c'est choisir son camp et pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une bonne ou mauvaise réponse, mais plutôt un choix d'entreprise. Mais pardon. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises, et voilà, ils vont prendre un contrat global avec un gros éditeur qui va leur apporter toutes les briques, hein, mais il faut savoir que ces briques, elles sont pas expertes, elles sont pas métiers. Et alors, certaines qui ont expérimenté ça se disent, tiens, on va rajouter des briques métiers en dessous parce que finalement, on a notre corps RH, hein, ce qu'ils appellent notre corps RH. Et puis derrière, pour le recrutement, il nous faut un ATS, c'est très bien. Mais pour le learning, il va nous falloir effectivement du mobile learning, il va nous falloir du collaboratif, il va nous falloir un XP, il va nous falloir un TMS, je sais pas quoi. Et donc, il commence en fait à verticaliser finalement des outils par rapport aux besoins. Et puis, ça, c'est plutôt ce que je vois moi dans les grands groupes. Et puis, il y a des ETI, donc des sociétés entre 500, 1000, 2000, 3000, qui, elles, ont aussi, comment dire, une contrainte budgétaire peut-être un petit peu plus forte au niveau des services RH. Et Ouais. donc, elles vont assembler beaucoup plus vite. Elles vont prendre rapidement un logiciel, un LMS, et puis elles vont prendre un autre outil, elles vont les assembler, elles vont mettre des API en place, et pareil un petit peu. Ce qui fait que sur le papier, on a l'impression qu'il y a 7-8 outils, et on se dit, oh là là, il y a beaucoup trop de choses. Mais finalement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, et surtout, ça répond exactement aux besoins en fait des parties prenantes. Donc, Je te rejoins et en fait, ça fait le parallèle. Ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en e-commerce, en fait, notamment. C'est le headless, donc cette idée de prendre la brique centrale de base, qui est par exemple le SIRH qui stocke les informations de mes collaborateurs. Et ensuite, je vais aller plugger, chercher les petites ressources dont j'ai besoin. Et puis, si un jour ça me plaît plus, bah hop, je décroche et puis je vais ailleurs. Et ça, c'est effectivement les microservices qui se développent et qui, pour moi, fonctionnent pas mal. et ouais, je pense clairement que en fait, ça fait partie en termes de philosophie de l'avenir de nos métiers, enfin, du métier du learning, parce qu'effectivement, on va avoir besoin de plus en plus de technicité, on va avoir besoin de plus en plus de fonctionnalités, et que les gros mastodontes ne pourront pas fournir euh, en qualité, voire même en rapidité, ce que pourront fournir les solutions verticalisées. Si on prend la solution EduSign, la tienne, tu vas bien sûr plus vite que sûrement tes concurrents qui font de la signature électronique, on va dire généraliste, parce que toi, tu es sur le sujet de la formation du learning. Donc en fait, ta roadmap, elle est focus là-dessus. Donc en fait, normalement, tu auras toujours un poil d'avance, voire 3 mois ou 6 mois ou un an Voire d'avance sur tes oui, concurrents, tu vois. voire même faire, complètement, une chose différente, parce que c'est effectivement pas dans leur scope, en fait. C'est Ouais, pas dans leur sujet. Donc ça exactement. C'est pas leur sujet, c'est pas leur priorité, c'est pas les besoins qu'ils adressent, parce que par ailleurs ils adressent d'autres besoins qui sont plus mmh. rentables. Donc voilà. Et moi j'ai vraiment cette conviction que le futur, et tu prenais le pendant du e-commerce, moi je vais prendre le pendant, il est très bon. Je vais prendre le pendant du marketing. Moi je pense que le futur du learning, c'est ce qui se passe au niveau du marketing aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des outils, on a plein d'outils qu'on peut connecter entre eux, avec des outils comme Zapier ou Integromat, qui nous permettent en fait de connecter n'importe quel outil avec un autre, et de pouvoir faire communiquer ces outils-là. Je pense que demain, Ouais. le learning ira dans ce sens-là. Et d'ailleurs, nous, c'est rigolo que tu énonces ça, parce que avec EduSign, donc on a, par exemple, des personnes qui utilisent Zapier avec EduSign et qui vont le connecter, par exemple, à leur HubSpot, à leur Pipedrive, à leur Calendly, à leur Google Trop Sheet. bien. Et ça fonctionne pas mal, ouais. Donc, ouais, donc en fait, ils ont finalement presque. Ils le font sur la partie learning pour signer, ou ils utilisent du sign même pour d'autres types de signatures? Alors ils le font pour la partie learning, principalement aujourd'hui, mais il y en a qui le font, maintenant aussi avec des questionnaires et la signature de documents, tout type de documents. Elliot, j'ai une dernière question à te poser. Enfin, une avant-dernière, et j'aurai une dernière question à te poser après. Une avant-dernière question à te poser. Tu es l'hôte d'un podcast Formation Innovation, et j'invite les auditeurs à vraiment aller s'abonner et écouter. Et j'ai une double question. La première, c'est qu'est-ce que cela
t'apporte en fait de pouvoir animer ce podcast, même si je pense avoir déjà un bout de réponse puisque je le fais également. Et si tu devais, et je sais que tu vas détester celle-là, si tu devais conseiller, allez, 3 épisodes aux auditeurs, ce serait lesquels? OK. Alors, 1re question, effectivement, je pense que tu connais ma réponse, mais alors déjà, c'est un plaisir d'enregistrer un podcast et d'échanger avec des gens passionnants comme toi, tu vois? Donc c'est toujours chouette, c'est un bon exercice. Non, et après le 2e, vrai truc, c'est que je suis un fervent croyant que c'est en expliquant qu'on apprend et en discutant, avec les expériences des autres qu'on apprend. Donc finalement, même si, c'est un contenu que je partage, c'est un contenu que je fais principalement pour moi, finalement, à la base, pour apprendre, ce qui est le monde de la formation. Parce qu'à la base, moi, je suis un peu novice et d'ailleurs, c'est rigolo parce que si tu écoutes les premiers épisodes, il y a des mots, tu vois, clés que je connaissais pas. Par exemple, Montessori, la FEST, ce genre de choses qui maintenant sont très, très claires, mais qui à la base l'étaient pas du tout. Donc, je pense que et d'ailleurs dans la formation en général, je pense que le podcast va devenir un médium utilisé de plus en plus, modalité Clairement. pédagogique, hein, et qui peut être utilisé sur des formats plus courts que ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas forcément une interview, c'est pas forcément un format d'une demi-heure, ça peut être des formats de 3 minutes pour expliquer un petit sujet. Je pense que l'audio est assez pratique dans pas mal de cas, et d'ailleurs peut se transformer en vidéo assez facilement, hein. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, le podcast, c'est vraiment très, très sympa. Et puis, c'est toujours un bon moment d'échange. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, la deuxième question, s'il y avait 3 épisodes que je recommanderais. Euh, alors, effectivement, les autres vont me détester. Non, mais... euh, alors, attends, je vais aller voir rapidement, parce que j'en ai en tête, mais je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que c'est un petit peu bête à dire, mais je pense que le premier épisode avec Rocket School est intéressant. Ils ont une façon de faire qui est quand même assez particulière, qui se rapproche d'autres organismes de formation, mais qui a un financement différent, qui a une méthode différente, qui a une approche différente, qui se positionne un peu plus comme une start-up d'ailleurs. Enfin, je pense que pas mal d'organismes peuvent être attirés par ça. Après, je dirais c'est une bonne question. Je pense que si vous vous intéressez au futur du digital et avoir un avis d'un autre expert, mais là vraiment pour le coup, qui a vécu longtemps dans la formation, c'est Yannick Raffenel, c'est l'épisode 12. Et donc là, c'est 25 ans à créer le futur du digital learning. Donc je pense que voilà, le titre permet de comprendre qu'il a pas mal d'expérience. Et ça, Clairement. j'avoue que c'était assez captivant d'échanger avec lui. On échange de temps en temps encore. Qui est très impliqué au niveau du Learning Show à Rennes et au niveau de la tech française, hein, il me semble. Yannick Raffenel, c'est ça? Tout à fait, ouais, ouais, qui est, je pense encore vice-président de EdTech France. Alors Ouais, ça bouge un petit ouais. peu parfois, mais en tout cas, effectivement, à un moment, il était à ce niveau-là, et qui est quelqu'un de très bons conseils sur tout ce qui est EdTech, et voilà, qui a beaucoup d'expérience. Et après, bon, alors bon, il y a plein d'épisodes très intéressants, mais je dirais un épisode un peu varié sur un ton un peu différent. C'est l'épisode avec Mehdi Cornier de To Empower, et en fait qui parle du côté des médias. Donc comment les écoles, par exemple, du supérieur utilisent les médias pour communiquer, quel est l'impact des médias, et puis il y a une vision aussi un petit peu différente justement du marché, qui n'est pas une vision d'EdTech, qui n'est pas une vision d'organisme de formation, qui pour moi est un peu un parcours spécifique et unique. Euh, voilà, après tous les épisodes, et puis j'ai envie de dire aussi ceux à venir. Voilà. Ouais, carrément, c'est une très bonne réponse. T'as en partie répondu à la dernière question, mais je vais quand même te la reposer. Et toi, comment tu apprends, Elliot? Comment j'apprends? Alors, moi, j'ai une méthode d'apprentissage sur laquelle les gens vont pas pouvoir trop s'inspirer, je pense. Mais lorsqu'il y a un sujet sur lequel je suis pas à l'aise, je vais globalement soit échanger directement avec des gens, soit aller sur Google, taper le mot-clé, ouvrir les 30 premiers onglets, et puis poursuivre la lecture jusqu'à comprendre le truc, lire 3 livres, et puis échanger avec des personnes jusqu'à avoir compris 80% du sujet en un temps court. Euh, voilà, après, il y a quelques ressources que j'aime bien, mais qui sont plutôt du côté marketing, de manière générale. Ok, ouais, donc tu es plutôt du style à aller creuser en profondeur un sujet pendant quelques semaines, et ensuite, quand tu l'as maîtrisé, soit tu vas un petit peu plus loin, soit tu passes à un autre sujet qui pourrait aussi te passionner, c'est ça?
Exactement, et pour donner un exemple très concret, Ouais. tu vois, on était, enfin je pense qu'on est toujours d'ailleurs pas très, très bon en ressources humaines, en RH, en recrutement chez Lucent, donc on a une croissance, mais en fait personne n'est spécialisé là-dedans. Donc je me suis lu, 3 livres sur le sujet, j'ai dû ouvrir, 200 articles, échanger avec quelques personnes et je commence tout juste à comprendre un peu comment, on arrive à gérer ce sujet. Ce qui est tout d'ailleurs, souvent plus difficile sur, ce qui est soft skills, ce qui est, subjectif, plus que sur les hard skills. Paradoxalement, c'est plus facile d'apprendre, je trouve, à avoir une compétence. Par exemple, si demain vous voulez apprendre à utiliser Zapier, c'est beaucoup plus rapide en fait que d'apprendre à manager, par exemple, qui est un sujet Ou à infini recruter. finalement. Voilà. Ouais, Ou à recruter, clair exactement. ouais, clairement, clairement. Bon, super. Elliot, merci beaucoup, aussi de Merci ta à toi, patience Cyril. parce que j'espère que les auditeurs ne le verront pas, mais on a eu plein de problèmes techniques, mais c'est pour les coulisses de l'enregistrement et puis, beh, je te dis à bientôt. À bientôt, Cyril. Merci. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.